qu'il y a un problème avec l'interprétation de l'électromagnétisme qui va résoudre par la formulation de la théorie de la relativité restreinte. Et donc, si vous mettez Einstein ailleurs, ou à un autre moment, peut-être que la genèse de la relativité en serait changée. Donc ce contexte a joué. Mais certains sociologues des sciences disent que la relativité n'a jamais pu s'émanciper de ce contexte. Elle n'a jamais pu couper son cordon ombilical. Et ça, je pense que c'est profondément faux. C'est-à-dire que par la suite, la relativité a fait son chemin, elle a été testée de 1000 manières différentes, et aujourd'hui, elle est la théorie cadre de l'espace-temps pour décrire toutes les interactions. Et d'ailleurs, on la formule aujourd'hui différemment de ce que Einstein avait proposé en 1905. Et donc, je pense que cette théorie a une validité. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle a une validité qui s'est émancipée du contexte de son apparition. Et le fait de toujours la raccrocher à son origine me semble être une démarche abusive. D'autre part, si vous dites que toutes les découvertes scientifiques sont des constructions sociales qui ont été amenées parce qu'il était de l'intérêt de la communauté qui les apportait de les faire advenir, alors vous ne pouvez expliquer le fait que des appareils technologiques très sophistiqués fonctionnent que par l'invocation du miracle. Par exemple, vous constatez que les lasers fonctionnent. Bon. Alors vous allez dire, si vous êtes tenant de cette position, que les lasers fonctionnent parce que, par une multitude d'essais et d'erreurs, en bricolant, des gens ont fini par trouver le moyen de fabriquer de la lumière cohérente parce qu'ils voulaient fabriquer la lumière cohérente. Et puis à la fin, miraculeusement, ça marche. Je pense qu'il est plus économique de considérer que si on a fait des lasers, c'est parce qu'Einstein, Planck et quelques autres ont compris 2-3 bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière, et que ces 2-3 bricoles ont permis à des ingénieurs de concevoir des objets capables de produire de la lumière cohérente. Autrement dit, je ne suis pas en train d'affirmer que la physique décrit le réel, mais elle touche quelque chose du réel. Elle entre en contact avec lui d'une certaine façon, et c'est ce contact-là qui permet ensuite d'agir sur le réel en produisant des objets qui tiennent compte du fait que ce contact a eu lieu. Et donc, ce relativisme, qui a beaucoup de formes, mais la forme la plus radicale, la forme, disons, absolue du relativisme, me paraît très dangereuse parce qu'elle consiste à dire que la sociologie des sciences est mieux placée pour dire la vérité de la science que la science n'est placée pour dire la vérité de la nature. Donc, poussé à la limite, ça donne un raisonnement absurde qui serait la vérité n'existe pas, sauf quand elle sort de la bouche d'un sociologue des sciences qui dit qu'elle n'existe pas. Et je trouve que ce relativisme-là, quand il est trop fort, est une légitimation parfaite de la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que vous pouvez juger de ce qu'il en est de la nature à partir de votre seule subjectivité, parfois même à partir de votre seul narcissisme, et ça vous dédouane de l'obligation d'avoir à apprendre 2 ou 3 choses sur la mécanique quantique, la physique des particules ou le boson de Higgs. Autrement dit, cette méconnaissance effective dans laquelle la science est aujourd'hui dans nos sociétés est peut-être le signe de la montée en puissance d'une forme d'individualisme ou de narcissisme. L'autre jour, je faisais un cours à Centrale, c'est une anecdote, mais je la trouve marrante. Je faisais un cours à Centrale sur la relativité, justement. Et je faisais le même calcul d'Einstein au tableau, un calcul de 1905, dans lequel il montre que la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur par rapport à ce phénomène. Ce qu'on appelle la dilatation des durées. À la fin de la démonstration, un élève demande la parole et me dit à tout le monde, « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. » J'étais content, j'avais un élève qui avait un esprit critique, etc. Et
Je lui demande d'argumenter. Je m'attendais à ce qu'il me parle de Poincaré qui restitue les terres luminifères. Enfin, qu'il argumente, quoi. Qu'il argumente à partir d'arguments qui viennent de la physique. Et le gars nous dit, monsieur, je ne crois pas à la dilatation des durées parce que je ne la sens pas. Autrement dit, ce jeune homme, qui est rentré à la centrale, pensait que son ressenti, sa subjectivité, avait un pouvoir suffisamment grand pour être capable de discréditer ce qu'un siècle d'objectivation avait permis d'étayer. Et vous voyez, c'est ça, là. Si ce que je pense du temps et de l'espace relève seulement de mes propres considérations, pire, de mes seules sensations, pourquoi j'irais me fatiguer à apprendre la théorie de la relativité? Il fait beau dehors, j'ai mieux à faire. Et vous voyez que ça crée un climat où la science est plus difficilement transmissible par le fait qu'elle est perçue comme un mode de connaissance comme les autres. D'où le risque que nous choisissions comme vecteur de nos connaissances celui qui nous mène aux connaissances qui nous font le plus plaisir. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait on déclare vrai les idées qu'on aime. Et vous avez bien vu au moment de la controverse sur le changement climatique, nous avons vu se développer toutes sortes d'arguments par lesquels nous étions invités à ne pas croire ce que nous savions. C'est-à-dire à instiller une forme de doute qui nous permet de ne pas croire ce que les scientifiques ont démontré. On vous donne carte blanche, vous croyez ce que vous voulez. Il y a des doutes. La science, c'est le doute. Ah oui, oui, en effet, le matin, je me demande s'il ne pourrait pas être vrai, en définitive, que la Terre est plate. Le droit de douter, la Terre est plate, oui. On a démontré qu'elle était ronde, mais bon, c'était l'effet d'un groupe, peut-être même d'un complot, qui nous a fait croire que c'était ainsi, mais en réalité, j'ai le droit de penser qu'elle est plate. Bon, je prends des exemples caricaturaux, mais regardez, enfin c'est trop tard parce que c'était le magazine de la semaine dernière, mais la semaine dernière sur les kiosques, à Paris, dans toute la France, il y avait un magazine hebdomadaire lié à un grand quotidien que je ne citerai pas, et sur la couverture, il était écrit « Climat, : le réchauffement, c'est pour quand ?» Climat, : le réchauffement, c'est pour quand? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, il y a eu un mois de mai météorologiquement pourri, des températures plus basses que d'habitude, très peu d'ensoleillement, et donc, il fait de plus en plus froid. Donc, les climatologues qui nous disent que le climat change, et qu'il va peut-être se réchauffer, nous mentent. Donc, le message subliminal, c'est que les scientifiques nous trompent.